Si on me demande qui je suis, moi qui suis bavard et qui est apparemment en réponse à tout, je suis interloqué. Je ne sais pas très bien comment me situer, parce que je suis une personne avec un nom, avec un parcours, avec ses idées, et je ne suis pas divisible. Euh, j'ai occupé certaines fonctions MSF, aujourd'hui j'en occupe d'autres. Euh, il m'arrive de voir que l'on peut dire de moi qu'après avoir quitté la présidence des MSF, j'ai adopté une position critique, enfin je me suis mis dans une posture de chercheur, donc beaucoup plus analytique et tout. Moi, c'est pas du tout comme ça que je le vis. À un moment, j'étais, disons, le patron de MSF, avec ma personnalité, mes goûts, l'entourage dans lequel je me trouvais. Ensuite, je n'étais plus, depuis maintenant 94, je ne suis plus le patron d'MSF, mais si je n'ai plus les mêmes fonctions, j'ai la même démarche. Quand j'étais président d'MSF, j'étais impliqué dans des discours et des réflexions critiques, parfois même beaucoup plus virulentes que celles que j'ai pu avoir après mon départ de la présidence d'MSF. Donc pour moi, il y a une certaine homogénéité dans ce parcours avec des fonctions différentes. Maintenant, j'ai fait un peu de documentaire, j'ai écrit des livres, j'ai fait des choses qui étaient, disons, un peu à l'écart de l'action de MSF. De même, si je garde une certaine proximité avec le terrain, je ne pourrais même pas me définir comme un... Enfin, si je suis un homme de terrain, c'est parce que je réfléchis toujours aux questions qui se posent dans l'aide humanitaire en fonction de leur présence physique sur le terrain. C'est-à-dire, ça n'est jamais dans l'abstraction des principes que j'ai réfléchi, mais dans le concret de l'action. Ça, c'est ce qui me place en situation de terrain. Mais je ne passe plus beaucoup de temps sur le terrain, et cela depuis longtemps. J'y vais régulièrement. Je suis très attaché au fait d'y retourner régulièrement pour me confronter, justement pour éviter de m'évader dans le nuage, dans les grands espaces de l'intellect, et pour rester ancré, euh, proche des questions que se posent les gens sur le terrain, des problèmes qu'ils affrontent, et donc de la façon dont, à mon niveau, je peux contribuer à les aider à surmonter, à contourner, à faire avec, disons, ces problèmes, pas à les éliminer. Ça, c'est dans cela que je suis, disons, entre guillemets, un homme de terrain, mais pas par le fait que mon terrain, c'est mon bureau, en fait. Où ce sont les questions que vous me posez, c'est la manière dont je défends aussi une certaine conception de l'humanitaire. C'est tout autant mon terrain que quand je suis au Soudan, enfin au Sud-Soudan en l'occurrence, que j'étais au mois de juillet dernier, à discuter avec les gens de la meilleure façon de se confronter aux problèmes qu'ils rencontrent. Bon, MSF, c'était ma maison, une partie de ma famille. J'ai été le premier médecin salarié de MSF. Avant moi, il y avait une secrétaire salariée. Et c'était tout. Aujourd'hui, il y a plusieurs centaines, enfin, il y a des centaines de personnes qui travaillent à plein temps pour MSF, et même à l'échelon international, plusieurs milliers. Donc j'ai connu et accompagné la croissance, le développement de cette association, et qui est, je ne dirais pas une partie de moi-même, ce serait beaucoup dire, mais enfin dans laquelle j'ai passé beaucoup de temps, eu beaucoup d'affect, et donc je n'imagine pas travailler pour une autre association. Enfin, j'ai été cofondateur de Reporters sans frontières, avec qui j'ai eu un petit cheminement pour finir par une très importante divergence avec Robert Ménard, devenu maintenant groupusculaire, fascisant, dans une évolution épouvantable. Mais bon, j'ai jamais été très investi dans Reporters sans frontières. J'étais content de donner un coup de main. Et aujourd'hui encore, si je le peux, d'ailleurs, je le donne, comme à d'autres associations. Je suis toujours content de participer à des discussions, à des formations dans d'autres ONG. Ça m'intéresse beaucoup. Mais travailler pour une autre ONG que MSF, non, je ne l'envisagerai pas.
le jour où j'arrêterai avec MSF, j'arrêterai tout court. Oui, je suis, disons, engagé ou impliqué dans l'aide internationale et surtout Médecins sans frontières depuis maintenant une quarantaine d'années. Et ce qui me frappe quand je me retourne, quand j'essaye de me souvenir de ce à quoi ressemblait le paysage quand moi j'y suis entré, quand j'y ai fait mes premiers pas, je suis frappé par l'incroyable évolution, les transformations de tout cela. Dans les années 70, donc moi j'ai commencé à travailler dans l'aide internationale en 76-77 et j'ai rejoint Médecins sans frontières en 78 et je suis avec MSF depuis ce moment-là. Quand j'y suis rentré, la notion même d'humanitaire était pratiquement absente. Non que du tout le mot, la compréhension de ce mot ait été totalement évincée du monde, mais on aurait été bien en peine de repérer, par exemple, une occurrence du mot humanitaire dans un journal. On n'y faisait jamais allusion. L'humanitaire, c'était la Croix-Rouge et des bonnes œuvres, c'était un peu la philanthropie. Enfin, ça avait un côté un peu vieillot, voire un peu poussiéreux. Je ne dis pas que les gens méprisaient cela, mais enfin, c'était à l'écart. C'était aussi l'époque du tout politique. Toutes les solutions, tous les problèmes devaient trouver une solution politique. Et d'ailleurs, moi, en tant que jeune médecin à l'époque, ça pourra surprendre des volontaires qui s'interrogent aujourd'hui sur la manière d'entrer dans l'humanitaire et qui pensent que la médecine est une sorte de viatique privilégié, ce qui n'est pas faux. Mais à l'époque, c'était tout le contraire. Dans les années 70, un médecin avait le plus grand mal à trouver de quoi se rendre utile sur un terrain lointain, dans ce qu'on appelait encore le tiers-monde, parce que la médecine était connotée soit missionnaire, soit militaire. C'était les curés et les soldats qui en assuraient la mise en œuvre. Ça avait donc un côté colonial. Et ce qui était à l'ordre du jour à l'époque, c'était le développement. Les techniciens agricoles, les professeurs, les sociologues, bref, les métiers qui peuvent se mettre au service d'un changement social, sur lequel d'ailleurs on pourrait s'interroger, quel changement social, à quel titre, enfin de quoi il se mêle, ça c'était autre chose. En tout cas, les années 70, c'était les années des grandes conférences Nord-Sud, Nouvel ordre international, nouvel ordre économique, nouvel ordre de l'information, euh, rétablissement d'un équilibre entre le Nord et le Sud. Et c'était le développement qui allait venir à bout de tous les problèmes annexes qui pouvaient se poser, notamment par exemple les maladies. Et avec le recul, il y a quand même quelque chose d'assez baroque et d'assez stupide, même à penser que on ne tombe plus malade parce qu'on vit dans une société développée. Hein, donc, euh, nous vivons ici dans une société dite développée, et il y a des médecins, il y a des hôpitaux, il y a des dispensaires, mais en Afrique, apparemment, il n'y avait pas besoin de médecins, d'hôpitaux et de dispensaires, il y avait besoin de développement. Quand on y pense, c'est vraiment une idée ridicule, mais elle avait cours. C'était ça qui dominait à l'époque. Donc l'humanitaire était absent, la médecine était très peu, enfin relativement dévalorisée. Le terme ONG n'existait que dans les cercles des Nations Unies, car le terme d'ONG c'est un terme des Nations Unies. On parlait éventuellement d'associations caritatives, de solidarité, mais de rien d'autre. Aujourd'hui, les notions d'urgence médicale, de crise humanitaire, un terme que je récuse par ailleurs totalement, on y viendra peut-être, de besoins humanitaires, de situation humanitaire, de personnalité humanitaire, enfin, le mot humanitaire se repère dans toutes sortes de domaines. Le nombre d'associations qui ont pris le nom d'ONG s'est multiplié par un facteur, je ne sais pas, 100 ou 1000, enfin, ça n'a pas tellement de sens de donner un chiffre, mais c'est juste pour donner une idée de l'extraordinaire expansion
de l'humanitaire qui a eu lieu dans les années 80 et 90 et qui se poursuit aujourd'hui. Donc on a à la fois un changement, disons, quantitatif, le nombre d'ONG, de volontaires de l'aide humanitaire, d'employés de l'aide humanitaire. Il y en a plusieurs centaines de milliers aujourd'hui qui travaillent dans le monde entier. Et puis aussi un changement qualitatif avec la réintroduction de notions d'urgence, de médecine, de soins, mais pas seulement, naturellement. Moi, j'ai tendance à voir plus le côté médical à cause de mon parcours, de ma formation, mais c'est loin de se résumer à ça. Il y a des professeurs, des techniciens de toutes sortes, de la sanitation, de la mécanique, enfin bref, je ne vais pas faire le détail des métiers, mais ça s'est considérablement élargi, ça s'est refocalisé sur des terrains de crise importantes, et donc le paysage d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui que j'ai connu à mes tout débuts, mais moi personnellement, enfin, il n'y a aucun regret, il n'y a aucune nostalgie, au contraire, dans ce que je dis là. En fait, c'est en me retournant, parce que moi, je ne l'ai pas vraiment vu changer, y étant mêlé de très près. Tout ce changement, je l'ai vécu, disons, au jour le jour, donc sans en prendre véritablement conscience. Y a-t-il un humanitaire à la française? Oui, d'une certaine manière, enfin, il prend des formes de plus en plus internationalisées. C'est, je crois, moins vrai aujourd'hui. Euh, mais en tout cas, les ONG françaises qui ont une certaine réputation internationale font à l'évidence partie de l'image que la France aime projeter sur la scène internationale. Qu'est-ce qu'être un humanitaire aujourd'hui? La réponse la plus simple, c'est être impliqué dans une organisation humanitaire. Je pense que c'est ce que on peut dire de la majorité des, des gens qui se définissent comme tels, c'est-à-dire être impliqué dans une organisation humanitaire pendant un certain temps, et puis ensuite soutenir d'une manière ou d'une autre, par des actions de voisinage, par des dons, par une implication régulière dans, pas forcément constante, pas forcément en tant que permanent, je dirais, mais voilà. Mais je crois que personne n'est seulement humanitaire. On a une vie plus composite, plus diversifiée. Moi, je ne suis pas humanitaire, bien que j'enseigne les enjeux politiques de l'humanitaire, que j'ai une activité de formateur et de conseiller à Médecins sans frontières, bref, que ma vie professionnelle soit très largement absorbée par ce qu'on appelle l'humanitaire, au sens institutionnel du terme. Je ne suis pourtant pas un humanitaire. C'est une partie de mon existence, qui a sans doute d'ailleurs une influence sur mes façons de voir dans d'autres domaines. Mais enfin, on n'est jamais seulement humanitaire. Bon, l'embauche dans les ONG est relativement difficile parce qu'il y a plus de candidats que de postes. L'humanitaire, l'aide internationale ont suscité un engouement important. Leur succès auprès du grand public qui finance, qui soutient, est aussi suivi par un succès auprès des jeunes qui ont envie de s'y engager. Mais si j'ai dit que le nombre d'ONG s'était multiplié de façon extraordinaire, je ne veux pas non plus laisser penser qu'il y a un nombre infini de postes. Donc il y a des goulots d'étranglement. Et c'est quand même la première raison pour laquelle des gens qui veulent s'embaucher n'y arrivent pas. Mais il y a une deuxième raison qui est l'accroissement du niveau de qualification qui est exigé à l'entrée des ONG. Et là, je pense qu'il y a un sérieux problème. Parce qu'on a tendance à confondre une formation spécialisée
comme par exemple dans le domaine de la sanitation, de l'hydrologie, de la mécanique, de la médecine, de la chirurgie, bref, des savoirs professionnels qui sont construits et qu'on en a besoin de mobiliser, de mettre au service de l'action, et puis une sorte de savoir général sur l'humanitaire, ses principes, son origine, la sociologie de l'humanitaire, la géopolitique de l'humanitaire, et que sais-je encore. Et là, je pense qu'on se fait, disons, des illusions, ou qu'il y a une sorte de tendance, de tentation de protection bureaucratique. Il y a une sorte de stratégie du parapluie, si vous voulez, dans le recrutement, que je trouve fâcheuse, d'autant plus fâcheuse qu'un certain nombre de gens qui n'ont pas suivi de formation ont parfaitement leur place dans l'humanitaire, par l'énergie qu'ils peuvent déployer, par l'engagement personnel, la curiosité intellectuelle, l'ouverture d'esprit, qui sont les qualités primordiales de l'humanitaire, bien avant de savoir ce que c'est d'être capable de définir la neutralité ou l'impartialité, ou de savoir ce que c'est que juridiquement une ONG ou je ne sais quoi. Donc là, il y a un problème d'emballement de la professionnalisation qui est vraiment mal maîtrisé, je pense, du côté des ONG. L'humanitaire a une dimension marchande. Il y a un marché de l'humanitaire parce que il y a des salaires, des achats, des transactions, et que sans être... Alors c'est pas du tout un point de vue critique, c'est purement analytique, c'est factuel. La seule question étant que l'humanitaire ne se réduise pas à un marché, mais qu'il y ait un marché dans l'humanitaire, c'est évident. Il y a un marché des transitaires, un marché des transporteurs, un marché des universités, un marché des communicants. Tout ça existe. Il y a le budget de l'aide humanitaire dans le monde. Un ami me disait qu'il est à peu près équivalent à celui du marché du yaourt. Il ne faut pas non plus se laisser écraser par l'apparente immensité de ce marché. Mais il existe, il a une réalité physique, et la seule question est que l'humanitaire ne se réduise pas simplement à des parts de marché de la communication, de marché de l'embauche, etc. Si j'avais 20 ans aujourd'hui, disons si c'était à refaire, sans aucune hésitation, je le referais. Mon parcours dans l'humanitaire m'a passionné, me continue de me passionner. Il n'est pas terminé d'ailleurs. Bon, évidemment, j'ai des cheveux blancs, je suis un vieux bonhomme, mais je continue de le faire. Là, cet été, j'étais au Sud-Soudan, où j'ai passé 3 semaines. Bon, c'était plus pour des visites de terrain, pour des discussions avec les équipes de Médecins Sans Frontières, et d'ailleurs avec d'autres personnes, histoire de donner un avis un petit peu extérieur, c'est-à-dire un avis de quelqu'un qui est impliqué, qui connaît l'action de MSF, ses possibilités, ses cadres, mais qui n'est pas directement aux manettes, donc qui peut avoir un peu de recul pour critiquer ou proposer des façons de faire différentes. C'est ça mon rôle essentiel à MSF. Et vraiment, j'étais très heureux d'être là-bas. Là, j'aurais peut-être un peu plus de mal, parce que j'étais tout de même habitué, puis il y a des tempéraments qui sont comme ça, à entrer dans des chemins qui sont quand même très balisés. Donc je pense que le problème pour de jeunes volontaires aujourd'hui, mais enfin peut-être que pour certains c'est au contraire une réassurance, après tout, ces chemins ils ont été balisés pour quelque chose. Ça n'est pas venu artificiellement. Et d'ailleurs j'ai contribué à les baliser, ces chemins, donc je ne remets pas ça totalement en question, même loin de là. Mais on a parfois des sentiments de pesanteur hiérarchique, de blocage bureaucratique, enfin de difficultés qui incitent, disons, à secouer un peu le cocotier, quoi, parfois. Donc, moi, je rentrerai à nouveau, parce que c'est une activité, j'ai du mal à dire un métier, mais c'est une activité que je trouve passionnante, gratifiante, mais enfin, il faut se confronter aussi aux difficultés. À l'époque
où moi j'ai commencé, les cadres étaient quasiment inexistants, donc il fallait les construire, on était un peu perdus, on faisait ce qu'on voulait, mais on n'était pas sûr de savoir ce qu'on voulait. Aujourd'hui, parfois, c'est le contraire. Donc, il n'y a pas de bonne de référence absolue, il faut se débrouiller avec ce qu'on a.